Oh là, je vous ai fait peur, excusez-moi. Oh, faut pas être émotif comme ça, petits amis du 21e siècle enfin. Nous, dans les années 80, on adorait les films d'horreur, les trucs avec un tueur psychopathe avec une tronche pas possible qui zigouillait des dizaines d'adolescents idiots à coups de machette. Exactement, tiens, comme le héros du jeu dont on va parler aujourd'hui. Splatterhouse. Ah ça j'avais prévenu, hein. Mais rassurez-vous, c'est du ketchup. Le gars là par terre, c'est Rick, un jeune étudiant parti explorer le manoir d'un savant fou avec sa copine. Mais à peine arrivé, Rick se fait bêtement tuer. Heureusement, il suffit de lui coller un vieux masque sacrificiel aztèque sur la tronche pour le ressusciter. Ah si seulement on avait eu ça pour Claude François. Bref, Rick part à la recherche de sa copine qui en a profité pour disparaître, évidemment. Il est très énervé le Rick et des têtes vont tomber si on lui rend pas sa Jennifer. Et c'est pas une flaque de vomi qui va l'arrêter. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, mais elle s'appelle Jennifer, sa copine. Le jeu comprenait en tout 7 niveaux que Rick parcourait la machette à la main en serrant bien fort son petit poing vengeur sans jamais montrer son vrai visage, caché par le terrible masque. Du coup, personne n'a jamais su s'il était beau gosse ou pas à la base. Mais peu importe, entre deux décapitations, on n'avait pas franchement le temps de se poser des questions d'ordre esthétique, car le niveau de difficulté du jeu était assez élevé. Vous aviez affaire à des monstres redoutables comme cette chaise sauteuse. De quoi coller des frissons à n'importe quel patient ayant déjà souffert au moins une fois dans sa vie de crise hémorroïdale. Oh la sale bête! C'est qu'elle est coriace en plus. Allez, retourne chez Monsieur Meuble. Ensuite, c'est les couteaux de cuisine qui s'y mettaient. Le set complet. Le pack Chambord super de luxe en acier chromé traité anti-rouille avec manche en ronce de noyer garantie 10 ans vendu par Pierre Bellemare en personne pour seulement 595 francs. Il coupe tout, absolument tout. La viande, le poisson, le carton, le béton, les lardons, les pneus, la tôle ondulée. Tout, sauf les gros costauds avec des masques de hockey. Ensuite, c'est le tableau qui s'y mettait. Une très belle œuvre de Salvador Dali, mais il était pas très amateur d'art, le Rick. C'était pas franchement un esthète. Pour un étudiant en parapsychologie, on peut dire qu'il était pas très porté sur la culture, à part la culture physique, bien sûr. Oh non, le lustre va pas s'y mettre aussi. Plus vous avanciez et plus les monstres devenaient dégueux et dégoulinants au point qu'on hésitait franchement à les toucher avec les mains. Il fallait parfois slalomer tant bien que mal entre les flaques de liquide douteux, un peu comme dans la salle d'activité d'une maison de retraite. L'arme la plus puissante du jeu était un fusil à pompe mais petit modèle, limité à 8 cartouches seulement. Il fallait donc économiser précieusement les munitions histoire de ne pas arriver face au boss de fin de niveau les mains vides. Celui-là a peut-être pas l'air très réveillé, il a même encore carrément la tête dans l'oreiller, mais méfiez-vous car il peut refaire surface à tout moment et faire preuve d'une sacrée vitalité. Ou bien alors il peut décider finalement de retourner se coucher comme une grosse feignasse. Rick, lui, par contre, ne rechignait pas à la tâche. Il était même prêt à faire un peu de ménage dans le manoir, en rangeant par exemple soigneusement les harpons dans les gens. C'est vrai, tous ces harpons qui traînent à portée de main, faudrait quand même pas qu'un enfant vienne à se blesser avec ça. La rumeur veut que Namco ait créé le personnage de Rick, faute d'avoir réussi à obtenir les droits d'adaptation de la série des Vendredi 13 et de son personnage principal, Jason. Et quand on voit certains coins du manoir et la tronche de certains monstres, on se dit qu'il devait sans doute aussi lorgner du côté des droits d'adaptation d'Alien, le film de Ridley Scott. N'empêche que même sans grosse licence derrière, Splatterhouse a marqué l'histoire du jeu vidéo. C'est un des tout premiers jeux à avoir osé exploiter l'univers d'un film d'horreur avec du sang qui gicle, des tripes qui volent et des effets bien gore. Au moins, ça changeait de Mario et de sa petite bande de gugus bariolés. Le jeu était déconseillé aux mineurs, donc aux gens de moins de 18 ans, évidemment. Alors si vous aviez pas 18 ans et que vous vouliez jouer quand même à Splatterhouse dans une salle d'arcade et que les vigiles ne vous laissaient pas rentrer, la seule solution c'était de les buter à coups de machette. Non, je m'emporte un petit peu. Non, la solution évidemment c'était d'y jouer à la maison, puisque Splatterhouse a été adapté sur de nombreuses machines consoles d'arcade, notamment la NEC, qui reste une console culte. Regardez. Ah ça, on la regrettera la NEC. Regardez, quasiment aucune différence entre la version arcade que je viens de vous montrer et cette adaptation sur NEC PC Engine sortie 2 ans plus tard. Bon évidemment, si on veut pinailler, les graphismes sont un chouïa moins détaillés, mais bon, on s'en fout, d'autant que rien ne vous empêche de personnaliser le papier peint à coups de tripes de monstres.
On combattait les mêmes créatures que dans la version arcade, notamment ces horribles chiens galeux qui sont sans doute les ancêtres de ceux de Resident Evil. On retrouvait aussi les terrifiantes flaques de pipi de la maison de retraite, ainsi que le gars avec son oreiller sur la tête, cette fois quand même un peu plus réveillé. Ah, quand je vous disais qu'il fallait se méfier. Le jeu était bourré de bonnes idées. Dans Resident Evil, les chiens bondissaient à travers les fenêtres pour vous faire sursauter. Ici, c'est votre double dans le miroir qui vous sautait dessus. Effet de surprise garanti. Tiens, prends ça, espèce de moi-même. On peut pas dire que Splatterhouse foutait vraiment la trouille, pourtant le jeu était bel et bien interdit aux moins de 16 ans aux États-Unis à cause de ses effets gore et de quelques allusions satanistes. Si, tiens, regardez bien ce boss de fin de niveau par exemple. Il s'agit de têtes volantes qui protègent un crucifix à l'envers. À l'envers, vous vous rendez compte ? Le symbole de l'antéchrist, un truc à traumatiser la jeunesse catholique. Oh non, ça vraiment, heureusement que la censure veille, hein. Sinon, qu'adviendrait-il de nos chères têtes blondes, hein ? Je vous le demande. Histoire de montrer l'exemple pour la jeunesse, Rick prenait quand même le temps de passer à l'église pour se recueillir un moment avant de retrouver enfin sa chère et tendre Jennifer dans la sacristie. Mais manque de bol, à peine délivrée, la belle se transformait en véritable démon. Alors que ça n'arrive qu'au bout de plusieurs années de mariage normalement. Pauvre Rick, faire tout ce chemin pour récupérer sa meuf pour au final se retrouver avec un gros monstre vert poilu à la place. Franchement, il y a de quoi devenir dingue, méchant, devenir un vrai serial killer. D'ailleurs, à la fin du jeu, Rick foutait le feu au manoir et rentrait tout seul à la maison. Il faut croire que le garçon avait la mémoire courte parce que 2 ans plus tard, Namco décidait de faire une suite à Splatterhouse et renvoyer ce pauvre Rick dans le manoir pour délivrer une deuxième fois sa copine Jennifer. Un scénario en béton, vous allez voir. 3 mois se sont écoulés depuis votre évasion. Hanté par la culpabilité et tourmenté par d'affreux cauchemars, vous ne pouvez chasser de votre esprit les cris de Jennifer et l'appel démoniaque du masque. Oula, un peu enrouée la Jennifer, non ? Oh là, et ça c'est quoi? C'est pas un cri ça, on dirait presque un hennissement. Alors c'est Jennifer à cheval alors. Faire à cheval. Merci, c'est gentil. C'était pourri comme blague, hein, pourtant. Notre ami Rick revenait donc dans les ruines du manoir qui avait brûlé à la fin du premier épisode, bien décidé à repeindre ce qui restait des murs avec le sang vert des monstres. Oui, le vert est très tendance cette année côté déco, hein, le violet aussi. Un beau singe écorché vif, peint en violet au milieu du salon, croyez-moi, ça fait son petit effet. Quoi qu'il en soit, Rick faisait des pieds et des mains, je tiens de ses formes moi aujourd'hui, pour retrouver sa copine Jennifer. La pauvre fille se faisait enlever par des hordes de groupies de Patrick Bruel qui à l'époque chantait « Allez, on s'était dit rendez-vous dans 2 ans, même jour, même heure, même grotte. On verra quand on aura 30 ans si ma machette coupe toujours les grands hommes. » Et oui, sa machette coupait toujours aussi bien, même s'il n'hésitait pas à l'échanger par moments contre une barre de fer plus émoussée mais tout aussi efficace. Comme quoi, quand on bricole, hein, l'essentiel c'est d'avoir de bons outils. Bon, rassurez-vous, ça se terminait bien. Rick finissait par retrouver Jennifer sous une forme à peu près acceptable. Tous les deux, ils s'enfuyaient au fin fond du Connecticut dans un endroit paisible pour fonder un foyer. Ils avaient même un enfant, David. Seulement, pas de bol, quelques mois plus tard, les forces occultes pointaient le bout de leur vilain museau, elles enlevaient David et Jennifer, et du coup, ce pauvre Rick était obligé de remettre le masque pour partir à la rescousse. Mais ça, c'est le scénario de Splatterhouse 3 qui n'est jamais sorti chez nous, malheureusement, en Europe. Alors du coup, on va vous l'épargner. D'autant que vos petits yeux sensibles ont vu assez d'horreur pour aujourd'hui.
Allez, petits amis du 21e siècle, à bientôt pour de nouvelles aventures et faites de beaux rêves. Ou de chouettes cauchemars.